Bienvenue, bienvenue tout le monde. On va attendre que les gens arrivent sur le live, le 5e live de la Fitness Mentor Academy. On commence en musique. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce live Facebook. Mettez dans les commentaires d'où vous venez, si vous venez de la France, de la Belgique, de la Suisse. Et si vous êtes personal trainer, eh bien… Oh là, la musique qui continue. Tac. Eh bien, mettez simplement dans les commentaires en dessous d'où vous venez. Comme ça, je peux… Salut Jean-Guy. Mais Jean-Guy, il commence à être sérieux. On le voit tous les mardis. Ça fait plaisir. Salut Jean-Guy. Alors, ce soir, je voulais simplement partager avec vous, les coachs sportifs, quelque chose qui me tient à cœur et que je partage avec tous les coachs que j'ai formés. Et juste pour placer un petit peu le cadre pour ceux qui me connaissent pas, surprise ou pas, non, Christophe, tu peux balancer l'info. Balance l'info sur le sujet de la formation qui aura lieu dans 3 semaines. Donc, mardi prochain, je vais être avec un ami un coach qui est extrêmement bon en vente. Donc, il travaille avec les grandes sociétés internationales. C'est lui qui forme les vendeurs. Donc, il va vous donner des indications concernant la vente. Et dans 2 semaines, on va avoir également un personal trainer qui va nous parler de l'ayurvédique, de la médecine ayurvédique et de comment adapter justement son entraînement avec les principes de la médecine ayurvédique. Donc, ça va être hyper intéressant. Je vous invite à te connecter donc les mardis soirs à 20h30 pour ces différents sujets. Alors, ce soir, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai monté une équipe de personal trainer en Suisse. Et puis, pour moi, depuis le début, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours positionné le succès du personal trainer sur 3 piliers. Et si tu veux, le premier des piliers sur lesquels j'appuie beaucoup, j'ai une assise qui est quand même assez présente, c'est le pilier de l'attitude. Et l'attitude, c'est quoi? C'est quoi pour moi? C'est simplement la manière de penser, la façon d'être et puis la façon d'interagir avec les gens. L'attitude commence déjà, à mon sens, par l'autodiscipline, donc la discipline qu'on a avec soi-même, qu'on va pouvoir ensuite reproduire dans son business. Si on n'a aucune autodiscipline avec nous-mêmes, va falloir être ça va être difficile si tu veux d'avoir un business qui cartonne. Donc, le premier pilier sur lequel moi je m'appuie, c'est l'attitude. Et pour travailler l'attitude, il y a plusieurs moyens, si tu veux, soit de t'entourer des gens qui ont une attitude qui t'inspire. Je te donne un exemple tout con, c'est si tu veux avoir un bon business dans le monde du personal training. Bah, tu regardes quelle est l'attitude de la personne qui a déjà ce succès et tu fais du mimétisme. Tu vas essayer d'avoir la même attitude, la même façon de penser. C'est vrai que quand on sort d'école de coaching, on nous a appris à utiliser un TRX, on nous a appris à utiliser un kettlebell, on nous a appris les meilleures stratégies d'entraînement, on nous a appris la biologie, la biomécanique, etc. Mais est-ce qu'on t'a parlé une fois, ne serait-ce juste une fois, de ton attitude, de ta manière de penser, le fait que toutes les pensées sont des choses qui vont t'amener des situations dans ta vie. Est-ce qu'on t'a parlé de ça déjà en formation? Ça m'étonne. En tout cas, moi, quand je suis sorti de formation il y a 12 ans, j'étais un petit peu paumé. Donc, je me suis retrouvé sur le terrain. Je n'avais pas forcément une bonne attitude parce que je n'avais pas confiance en moi. Je ne savais pas qu'est-ce que valait mon service. Et puis, forcément, si je n'avais pas la bonne attitude, eh ben, je vendais absolument rien. Donc, le premier pilier, c'est le pilier de l'attitude. Et ce soir, j'ai une surprise pour vous parce que j'ai invité un ami qui est un auteur, un écrivain, qui écrit justement des livres sur le mental, de comment le mental peut nous servir ou nous desservir. Et il va intervenir un peu plus tard dans la conférence. Il s'appelle Maxime de Roubaix. Et vous aurez l'occasion de pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, on va travailler maintenant sur le deuxième pilier. Le deuxième pilier pour avoir du succès dans le monde du personal training, c'est le pilier commercial. Donc, c'est quoi, d'après vous, le pilier commercial? Écrivez simplement en dessous de ce live, qu'est-ce que c'est que pour vous le pilier commercial? Parce qu'en fait, quand je prononce des mots, par exemple, je prononce le mot business ou je prononce le mot j'aime l'argent, j'aime faire du business et j'aime gagner de la thune. Donc, si tu entends ça, si toi, tu es de l'autre côté de ton écran maintenant, et si tu entends ça, essaie de penser à qu'est-ce qu'elle te dit, ta petite voix dans ta tête, qui va te parler forcément de moi, qui a sorti cette phrase. Donc, qu'est-ce que tu penses du gars qui dit qu'il aime l'argent, qu'il aime faire du business? Essaye d'être attentif à qu'est-ce que ça provoque dans ta tête. Quelle est l'idée, quelle est la pensée, quel est le jugement que tu fais
sur la personne qui évoque le fait qu'il aime l'argent. Et ça va te mettre en lumière, si tu veux, des propres blocages intérieurs que tu as toi-même. Souvent, l'argent est très émotionnel et quand on parle d'argent, ben, on a des croyances dans notre tête qui ne nous appartiennent pas. Hein. C'est des croyances qui ont été mises à un moment donné dans notre tête par nos parents, par nos grands-parents, par nos amis, par nos enseignants. Ça peut être une idée toute bête du style les riches sont tous des voleurs, par exemple, quelque chose comme ça. Et cette pensée-là, elle est inconsciente. Donc, elle existe dans ta tête et elle te bloque, elle t'auto-sabote en fait. Parce que toi, tu aurais envie de réussir une carrière de personal trainer, par exemple, ou n'importe quoi comme carrière, mais il y a cette espèce de pensée sous-jacente qui ne t'appartient pas parce qu'elle a été mise dans ta tête à un moment donné et qui aujourd'hui t'auto-sabote. Donc, écris-moi simplement, écrivez-moi, j'arrive plus à parler. Écrivez-moi simplement dans les commentaires en dessous de cette vidéo, en dessous de ce live, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit quand je formule simplement la phrase « Moi, j'aime faire du business et j'aime l'argent ». Soyez tout à fait honnête avec vous-même et notez dans les commentaires quelle est la principale et la première idée qui vous vient à l'esprit. Sans penser « Non, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'écris ça ?» Non, on est entre nous, on a envie de réussir, on a envie de grandir. Donc, écrivez simplement dans les commentaires ci-dessous quelle est la première pensée qui vous vient, la première idée de jugement, qui est simplement un auto-jugement, sur la phrase. Donc, Jean-Guy me dit commercial, mais essaye de formuler un peu plus en profondeur. Est-ce que commercial pour toi, dans ta tête, dans ton esprit, ça a une connotation positive ou est-ce que ça a une connotation négative? Par exemple, quand tu vas vendre ton service à 130 € de l'heure, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu as l'impression de faire du commerce et d'être pas droit dans tes baskets? Ou est-ce que tu as l'impression d'amener une valeur et de littéralement être en train de changer la vie des gens? C'est super intéressant comme question à se poser par rapport au commercial. Parce que souvent, la première idée qui vient dans notre tête quand on parle de commerce, c'est très simple. Hein, je te donne un exemple tout bête. Tu vas dans une boutique et puis tu veux t'acheter des fringues. OK? Puis là, il y a le vendeur ou la vendeuse qui vient vers toi et puis qui te dit est-ce que je peux t'aider? La première idée qui te vient dans la tête, c'est qu'est-ce qu'il va encore me refourguer? OK? Donc ça, c'est inconscient. Et c'est une croyance limitante qu'on a dans notre tête. Ou certains n'ont peut-être plus, mais la plupart des gens ont cette croyance dans la tête que quand on vend, il y a quelque chose de négatif. Alors, Jean-Guy me dit pas obligatoirement avoir d'intérêt pour les gens. Donc, si je comprends bien, Jean-Guy, quand tu parles de commercial, pour toi, quand tu entends le mot commercial, il y a un truc dans ta tête de l'autre côté qui te dit je ne m'intéresse pas aux gens. Donc, si je suis commercial, je ne m'intéresse pas aux gens. Et à ton avis, est-ce qu'avec cette espèce de disbalance entre la pensée commerciale qui a la connotation négative et puis cette idée qui est liée, comme quoi si tu fais du commerce, tu n'entres pas au service des gens, est-ce que c'est quelque chose qui est aidant pour toi ou pas, à ton avis? Donc, Christophe Baff nous dit rendre service à la personne qui nous demande de l'accompagner durant ses séances. Voilà une pensée qui est constructive, une pensée qui te propulse à l'avant, une pensée qui va justement te faire progresser dans ta carrière, dans ta vie. C'est on rend un service aux gens, à la personne qui nous demande et qui est en besoin, qui a besoin d'aide. Donc nous, on fait un job qui est juste extraordinaire. Pour moi, on est littéralement en train de changer le monde. Quand je travaille tous les jours avec des gens, je suis littéralement en train de changer le monde. Pourquoi? Parce que imagine une mère de famille ou une future mère de famille à qui tu vas donner des valeurs au niveau de la nutrition, qui aujourd'hui n'a aucune valeur de nutrition, elle fait n'importe quoi, elle est en train de se détruire la santé. Tu lui amènes avec ta connaissance une valeur, une connaissance de comment bien se nourrir pour être en forme, pour avoir de l'énergie et pour passer une grossesse merveilleuse. Bah, tu vas littéralement lui changer la vie. Et est-ce qu'à ton avis, cette mère de famille, elle va appliquer plus tard tous les enseignements que tu lui as donnés un beau jour dans un centre de fitness avec la musique à fond la caisse, tu lui as partagé de la valeur qui, à son tour, va la partager à son enfant. Donc, quelque part, tu as eu un impact hyper positif dans la vie de cette femme et dans la vie de son futur enfant et donc dans le monde entier. Donc, on fait vraiment un travail qui est extraordinaire. Et je pense que si on prend conscience littéralement de ce travail extraordinaire qu'on fait, eh bien, cette espèce de truc négatif commercial, gentiment, je dis bien gentiment parce qu'on ne change pas du jour au lendemain,
quoique ça aussi, ça peut être une croyance, gentiment, ça va s'effacer. Et tu vas commencer à prendre conscience que tu es littéralement en train de changer la vie d'une personne et de changer la vie des gens. Il y a un truc intéressant là que Jean-Guy a écrit, que je vais mettre à l'écran. Tiens, ça va être sympa. Hop. Jean-Guy nous dit, ça dépend si tu penses qu'à faire du fric. Donc, dans cette phrase, on entend déjà fric. Donc, j'interprète que le fric, pour toi, c'est quelque chose de sale. Dis-moi si je me trompe, hein, Jean-Guy. Donc, si il y a cette croyance, je pense qu'à faire du fric, et si c'est une connotation négative, eh bien, ça va forcément te limiter dans ton business. C'est clair. Maintenant, si tu penses à l'argent, il y a un auteur que j'ai lu un jour qui disait si tu veux aider les pauvres, tente déjà de ne pas en être un toi-même. Et je pense qu'avec l'argent, on peut faire des choses qui sont juste géniales. On peut acheter des formations qui vont nous permettre de grandir et nous permettre de partager des connaissances avec d'autres personnes. On peut faire du bien avec l'argent comme on peut faire du mal. Donc, à partir du moment où on a cette espèce d'idée qu'avec l'argent, on va pouvoir progresser, on va pouvoir évoluer, eh bien, l'argent, ça devient quelque chose de génial. Si tu veux, moi, j'associe l'argent à la liberté. J'aime pas forcément l'argent, mais j'aime le sentiment de liberté que l'argent me procure. Donc, j'ai associé cette espèce de truc positif dans ma tête et maintenant, j'ai plus aucune limitation par rapport à l'argent. Mais au début, si tu veux, Jean-Guy, j'avais également cette espèce de doute ontologique à l'intérieur de moi qui m'empêchait justement de proposer mon service. J'avais peur, j'avais le sentiment de voler la personne. Et j'avais pas de clients. Parce que tant que j'avais cette croyance dans ma tête que j'allais voler quelqu'un, bah, ça va être difficile pour moi de vendre mon service. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis et si tu es d'accord ou pas. Alors, moi, dans le métier de coach, il faut d'abord avoir intérêt à la personne. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, Jean-Guy. D'abord, tu dois avoir l'intérêt de la personne. Mais si tu commences à faire du coaching offert, gratuit, ça ne va pas développer ton business. Et qu'est-ce qui fait que ton business y tourne? C'est les ventes que tu vas faire. Donc, tu dois penser à aider la personne, mais tu dois également penser à comment vendre ton service pour, en fait, faire tourner ta boîte. OK. Je vais simplement maintenant donner la parole à mon ami Maxime. Maxime qui va nous parler justement des limitations du mental. Et ça me tenait à cœur de faire une petite introduction par rapport aux croyances. Je travaille énormément sur les croyances qu'on a dans nos têtes parce qu'en fait, on est tous un amas de croyances limitantes. Donc, Maxime, je vais t'inviter à venir avec moi en live. Et voilà, Maxime, tu es en live avec moi. Comment tu vas? Ça va super, Thierry, merci beaucoup. Ok, génial. Ouais. Alors, moi, je vous présente Maxime ce soir. Et comme vous savez tous, dans la Fitness Mentor Academy, j'aime vous présenter des gens qui m'inspirent, des gens qui ont agi pour leurs rêves et des gens qui m'ont aidé dans la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter justement Maxime, qui lui a été au bout de son rêve, vu qu'il a écrit déjà 2 livres. Donc, il a juste dépassé la trentaine, si je ne me trompe pas. C'est juste? Oui, 34 aujourd'hui. 34. Et donc, tu as écrit 2 livres. Et j'ai eu l'occasion justement de lire une partie du 2e livre. Et je trouve juste génial, si tu veux, la capacité que tu as d'expliquer avec des mots simples ce qui peut sembler compliqué. Donc, quand on parle du mental, quand on parle de croyances limitantes, des fois, on entend des coachs nous expliquer la chose avec des mots compliqués. Et toi, je trouve que tu as cette force de partager l'information avec des mots simples. Donc, est-ce que tu peux nous partager un peu ton idée du mental, comment le définir et comment ne pas se laisser manipuler, si je peux dire ce mot-là, par le mental? Avec grand plaisir. Et puis, avant de commencer, je te dirais un grand merci, Thierry, de m'accueillir ce soir pour partager un petit peu justement le sujet de cet ouvrage. Alors, pour aller droit au but, le mental. Je commencerai par un dicton que tu as évoqué et sur lequel tu t'es rapproché. C'est notre tête peut nous servir ou nous asservir. Alors, quand je dis notre tête, c'est justement le mental. Alors, avant de dire quoi que ce soit sur le mental,
la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il est, ce mental? Qu'est-ce qu'il est? À quoi il sert concrètement? Il faut savoir qu'il a une fonction utile, sinon il n'existerait pas. Clairement. Voilà. Donc maintenant, comme je l'ai dit, donc il peut vous servir, vous asservir. Ça va dépendre justement de l'appréhension de cet outil, parce que le mental, c'est avant tout un outil. Je vous donne un exemple. J'ai écrit un livre qui parle essentiellement du mental et de comment s'en libérer. Maintenant, j'ai eu besoin du mental pour pouvoir l'écrire, ce livre. Donc, voilà, l'idée est de s'en libérer, mais pas de s'en débarrasser non plus. Okay. Maintenant, le problème avec le mental, c'est ce dont il va s'approprier. Hein, parce que, je te donne un exemple. Tu es un pilote de rallye et tu as un copilote. Bon, ben, ton copilote, c'est celui qui va te donner des conseils sur comment tu vas devoir interagir avec le prochain tournant. Et tu vas l'écouter, mais tu as aussi le choix de ne pas l'écouter parce que tu vas ressentir la route différemment. OK? Maintenant, ben, ce qui va se passer chez la plupart d'entre nous, c'est que à un moment donné, on va pas réussir à s'écouter, on va manquer de confiance en soi et on ne va pas écouter son système de guidance intérieure, donc ses ressentis. Et du coup, le mental va prendre de plus en plus de place jusqu'au moment où il va même prendre le volant. C'est ça. Donc, dans la mesure où il prend le volant, nous ne sommes plus le pilote et le copilote devient pilote. Et là, on perd le contrôle et on n'est plus vraiment ce qu'on voudrait être et on n'arrive plus à atteindre les objectifs que l'on se fixe. Complètement. Voilà. Complètement. Alors, voilà. Alors, pourquoi moi, ce qui me tenait à cœur de parler du mental dans mon livre, je dirais que tout simplement, on ne peut pas passer à côté, hein, c'est qu'il n'y a pas de paix ni de bonheur sans avoir dépassé ou s'être libéré du mental. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à pas négliger, hein, puisque il me semble que tout le monde est à la recherche de la paix intérieure et du bonheur. Donc c'est vraiment une chose importante à savoir. Il n'y a pas de paix ni de bonheur sans reprendre le contrôle finalement du volant en tant que pilote. Ok ? Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce que tu avais une question précise, toi, justement par rapport à ce sujet ? Alors, si tu veux, je vais illustrer simplement ça par une petite histoire, vu qu'on est avec des coachs sportifs ce soir et qui veulent avoir du succès. Et puis, si tu veux, dans ma carrière, j'ai rencontré des coachs sportifs qui avaient suivi le même cursus de formation. Donc, des gens qui avaient exactement les mêmes informations. Leur mental avait justement récolté les mêmes informations par rapport à, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'entraînement physique, par rapport à la nutrition, par rapport à tout ce qui touche à la théorie. D'accord ? Et ces gens-là sortaient de formation, ils venaient vers moi pour faire une carrière. Et là, je leur donnais de l'information au niveau commercial, au niveau de l'attitude, et je voyais certaines personnes qui étaient dans le même environnement. Donc, on était tous dans le même pays, on est en Suisse, on était tous dans la même chaîne de fitness, on était chez Let's Go Fitness. Et il y avait des gens, des coachs qui avaient énormément de succès, et puis d'autres qui n'en avaient pas. Et quand je communiquais avec les gens qui n'avaient pas de succès, et il y avait toujours cette espèce d'excuse en disant « Non, mais il y a trop de concurrence. Non, mais tu vois, la région dans laquelle je suis, ça ne marche pas. » Alors qu'il y avait une autre personne, un autre coach sportif dans le même centre que lui, qui faisait littéralement un carton. Donc lui, il avait son mental qui lui disait toujours l'excuse « Non, mais c'est à cause de lui, il est en train de piquer mon travail, c'est à cause de ceci ou de cela qui fait que je n'ai pas de succès. » Donc il était un peu prisonnier des idées de son mental. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. Pourquoi certains ont du succès et d'autres se laissent manipuler par leur propre mental, déstabiliser et aller à l'échec, quoi. Alors, c'est une très bonne question. Justement, le mental, j'ai un petit écho. Alors, je vais juste diminuer un peu le son si tu veux. Ouais, c'est bon là ? Oui, il me semble. Alors, ce qui est vraiment important à noter, c'est que le mental, ce sont justement les pensées. Et dans ton introduction, à un moment donné, tu as posé des questions aux gens et tu leur as conseillé de répondre comme ça, sans réfléchir, et juste répondre par l'idée et non pas trop y penser. Et c'est là où j'ai entendu que tu faisais toi déjà bien la différence entre ce qu'étaient les pensées et les idées. Ouais. Et la plupart des gens ne vont pas écouter leurs idées parce que les pensées vont prendre le dessus. Et les pensées sont issues du mental. C'est cette petite voix intérieure qui va ressasser, qui va réfléchir, analyser, qui va voir le pour et le contre. Là, on va parler du mental. L'idée, c'est quand on a comme un flash, cette petite ampoule sur notre tête,
Et si on agit tout de suite derrière cette idée, il va se passer des choses intéressantes. Mais ça va impliquer forcément de souvent sortir de ses zones de confort. Maintenant, si l'idée arrive et que la pensée vient et qu'on lui accorde de l'attention à ses pensées, automatiquement, ça va venir brouiller cette idée. Et on va se dire, par exemple, bon, bah, c'est peut-être pas le moment, ou je vais peut-être le déranger, ou je me sens pas très bien. Quand j'irai mieux, je le ferai. Et au lieu d'écouter justement cette idée qui est un petit peu, je dirais, une connexion bien alignée entre soi et cette idée, automatiquement, on va, si on arrive à écouter cette idée, c'est arriver à se faire confiance. Donc, c'est garder le contrôle du volant. OK? Donc, alors, tu as défini pensée et idée. Est-ce que tu peux redéfinir encore une fois lentement qu'est-ce qu'une pensée et qu'est-ce qu'une idée? Parce que c'est hyper important à mon avis. Et il y a une histoire qui me vient en tête que je parlerai tout à l'heure. Mais je te laisse définir idée et pensée. OK. Alors, ben, quand vous vous interrogez vous-même, vous avez cette petite voix intérieure. Vous arrivez à vous parler vous-même, vous avez des dialogues dans vos têtes. Et même parfois, ça peut vous réveiller la nuit parce que vous avez le mental qui fonctionne beaucoup trop. Tout ça, ce sont les pensées. C'est-à-dire tout ce qui va venir analyser, tout ce qui va venir peser le pour et le contre, tout ce qui va vous dire, qui va vous donner une notion du temps. Par exemple, les pensées qui sont liées au mental, il faut savoir que le mental ne peut exister dans le présent, il n'existe que dans le passé et dans le futur. Alors qu'une idée, c'est instantané. C'est-à-dire quand vous avez une idée, elle vient, et à ce moment-là, il faut agir tout de suite. Tout bête, hein, mais je dois passer un coup de fil, je dois appeler un tel. Ça veut dire qu'il faut le faire tout de suite. Les pensées vont vous dire, elles, attends, est-ce qu'il travaille? Est-ce que je vais pas le déranger? Est-ce que moi je me sens assez bien pour le faire tout de suite? Ça va être les pensées. Mais l'idée, c'est juste l'idée, le ressenti, l'envie qui vous est venue comme ça, qui semble devenir de nulle part. Ça, c'est les idées. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça me suffit. Voilà. Bah, par exemple, tu vois, un coach qui doit démarcher une personne. Oui. Si tu veux, les coachs qui sont en train de nous regarder, ils cherchent des solutions pour savoir comment avoir du succès. Et moi, ce que je leur explique, c'est qu'il faut démarcher les gens. Et quand tu leur dis, voilà, l'objectif, c'est que tu démarches 3 personnes par jour. Oui. Là, il y a des pensées qui vont venir dans la tête de certains qui vont leur dire, ah, mais je suis certainement en train de déranger cette personne si je la démarche. Donc, il est en train de s'auto-saboter avec ses pensées qui sont issues du mental, c'est ça? Alors, c'est tout à fait ça. Maintenant, ce qui est intéressant dans ta formulation, c'est que si toi, tu es une voix extérieure et que tu arrives avec une idée, c'est une idée qui t'appartient et tu leur fais une proposition. Après, libre à eux, justement, d'essayer de s'écouter et de trouver leur propre idée parce que, justement, ton idée ne leur convient pas forcément. Maintenant, s'ils vont vouloir forcer parce qu'ils vont vouloir se prouver quelque chose en disant « je dois faire absolument ce que mon coach m'a dit », là, ça va être encore le mental parce que en perte de confiance, on va vouloir se prouver des choses. Maintenant, pour arriver à écouter ces idées, l'objectif, comme tu utilises ce mot, c'est d'arriver à calmer ces pensées, parce que des fois, elles sont tellement présentes, elles sont tellement nombreuses qu'on n'arrive plus à entendre ces idées. Et c'est pour ça que, tout bêtement, ce que font les Tibétains, les bouddhistes tibétains depuis toujours, c'est de la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est arriver à trouver une certaine paix intérieure par le biais du silence intérieur. Et quand on parle de silence intérieur, on parle justement de calmer le flot des pensées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive à les faire taire complètement. Ça veut dire qu'on leur accorde moins d'importance. Parce que le mental, lui, va se nourrir de l'importance qu'on donne aux pensées. Et moins on lui accorde d'importance, moins il a d'énergie. Et donc, moins il a de force et peut retrouver sa place de copilote au lieu de pilote. Clairement. Alors j'allais ajouter. Donc, ça, c'est un exercice à faire. Donc, c'est la méditation. D'ailleurs, je crois savoir que tu pratiques toi-même la méditation. Tous les jours. Voilà. Donc, la méditation est un élément clé qui va permettre justement de calmer ses pensées pour pouvoir s'écouter intérieurement et avoir ses idées. Maintenant, après, il y a d'autres choses à faire ou d'autres choses à éviter. J'ai pu constater par moi-même qu'il ne boit que très rarement du café. Récemment, j'ai dû acheter une machine à café pour une raison commerciale et j'ai dû tester ces cafés. Et je me suis rendu compte que je me sentais exactement comme une personne que je connaissais qui est toujours stressée, qui est toujours dans le passé ou dans le futur et qui n'arrive pas à se poser, à se calmer et à profiter de l'instant présent. Et cette personne boit beaucoup de café par jour et je me suis demandé à un moment donné si ça n'avait pas une coïncidence, une incidence entre la consommation d'excitants, puisqu'en fait ces excitants vont exciter le mental également, et donc le nourrir,
Donc, je dirais par exemple que le café est une bonne substance à éviter si on veut trouver une certaine paix intérieure. Donc ça, c'est une façon de le faire en utilisant des approches extérieures, mais ça reste bien sûr des facteurs, des vecteurs qui vont aider. Après, il y a encore d'autres solutions. J'ai expérimenté moi-même plusieurs fois le jeûne, et au bout de 3-4 jours de jeûne, et de vrai jeûne, c'est-à-dire on ne boit que de l'eau, je me suis aperçu que je n'avais plus rien à dire et que j'appréciais et je constatais tout ce qui se passait, mais que quand j'interrogeais un petit peu ma tête là-haut, il n'y a rien qui me venait et je ressentais comme une espèce de tranquillité intérieure, je dirais assez fantastique et rarement retrouvée. Et du coup, je ferai une association entre la méditation et le fait de ne plus nourrir son estomac, puisqu'en fait, l'estomac va se trouver au 3e chakra, en fait. Et le 3e chakra est directement lié au mental, qui est lié elle-même à la tête. Donc, en fait, il y a toujours un lien, tout est lié. Et si on n'est pas sans arrêt en train de nourrir notre estomac, quelque part, on enlève de l'énergie au mental et on trouve aussi un certain silence intérieur. Clairement. Et là, ceux qui arrivent certainement actuellement sur le live, ils vont peut-être se poser des questions. Ils suivent la page pour avoir des conseils sur le business et sur comment avoir du succès comme coach sportif. Et puis là, on parle de méditation, on parle de mental, on parle de jeûne. Et en fait, pour moi, tout est lié. En fait, si tu arrives à être dans un calme intérieur impassible, eh ben, tu arriveras à prendre des bonnes décisions et tu vas devenir également un espèce de rôle modèle pour tes clients qui vont te dire, mais comment tu fais en fait pour être toujours aussi zen, toujours aussi calme? Et ça apporte un questionnement. Donc, si on est des coachs sportifs, je pense qu'il faut appliquer toutes les choses qu'on enseigne. Et je pense que la méditation, autant pour le côté physique que pour le côté du business, elle est hyper, hyper, hyper importante. Il y a énormément d'hommes d'affaires qui pratiquent la méditation. Donc, s'il y a un truc à retenir du live de ce soir, c'est de commencer à mettre en place des petits temps de méditation dans votre quotidien. Et vous allez voir, vous allez avoir des idées. Je sais pas, Maxime, tu me dis si je me trompe, mais quand tu médites, tu essayes de diminuer le flot des pensées parce que l'enlever, c'est pas possible, on n'arrive pas à pas penser. Mais tu arrives à diminuer le flot, l'intensité, et tu arrives à être conscient d'une idée qui t'arrive comme ça pour ton business, par exemple. Donc là, c'est une idée qui vient de je sais pas où, mais elle vient. Et si tu n'avais pas positionné cette espèce de moment de calme, tu n'aurais jamais laissé la place dans ta tête pour que cette idée, elle arrive finalement. Tu es sans arrêt en train de courir après je sais pas quoi. C'est exactement ça. C'est comme un cafouillis. Si, par exemple, je mets plusieurs musiques en même temps très fort, au bout d'un moment, je vais dire, mais attends, j'arrive même plus à m'entendre penser. Alors, donc déjà, quand on n'arrive plus à s'entendre penser, alors arriver à s'écouter intérieurement sur nos idées risque d'être encore plus difficile. Et pour revenir à ce que tu dis, par rapport au succès, parce qu'on a affaire justement à des auditeurs qui sont des coachs, qui sont à la recherche d'un certain succès, je dirais que il y a une phrase très connue qui dit que il n'y a pas de chemin vers le bonheur, c'est le chemin lui-même. Et c'est pour ça que c'est vrai que le fait de courir après un résultat, ça peut être un cercle infernal, parce que finalement, le résultat, c'est quoi derrière? Si par exemple quelqu'un recherche une certaine somme d'argent et qu'elle attend d'être heureuse à travers cette somme d'argent, quelque part, en attendant, elle va être malheureuse. Et donc, dans ce malheur qui est présent, forcément, il y a ce cercle infernal qui va continuer, comme courir après un ballon sur lequel on va taper avec son pied à chaque fois au moment d'attraper. Donc, l'idée, c'est d'arriver vraiment à se dire, mais comment je peux être heureux maintenant, tout de suite, et ensuite, ce que je souhaite arrive plus facilement. Mais ça va impliquer du lâcher-prise, et ce lâcher-prise, ça va impliquer, comme tout est lié encore une fois, de dépasser et de se libérer du mental. Ok. Donc, je sais pas si vous pouvez simplement nous dire si ce qu'on vous dit dans ce live vous paraît un petit peu loufoque ou est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit? Parce que c'est pas un échange bilatéral. J'aime bien avoir un petit peu vos feedbacks sur les lives. Donc, écrivez dans les commentaires si ce qu'on partage avec vous, ça vous parle ce soir et quelle est la prise de conscience que vous avez eue, si vous en avez déjà eu une. Donc, on attend les petits commentaires. Et en attendant, un pouce bleu. Et puis, je t'ai coupé, excuse-moi. C'est pas grave. En attendant, j'ai autre chose qui me vient à l'esprit que je te partage. Enfin, c'est une question. Entre une personne, tu as dû déjà voir, toi, par ta propre expérience, entre une personne heureuse
et avec un certain lâcher-prise dans une démarche financière, et une personne qui n'est pas bien et qui veut absolument obtenir un certain succès, laquelle des deux réussit plus facilement? Ah, bah, c'est clair que c'est lui qui ne cherche pas la reconnaissance, qui ne cherche pas qui ne court pas après l'argent, c'est clair. Voilà. J'avais interviewé justement une personne qui disait, moi, j'ai l'argent dans les mains, pas dans le cœur. Donc, j'ai trouvé ça assez fort. En effet. Et donc tout à l'heure, tu avais, tu avais quelqu'un qui parlait du fait qu'il avait besoin d'être, comment dire, il était plus porté sur l'aide qu'il pouvait apporter aux autres. Alors, c'est Jean-Guy. Jean-Guy nous Oui. disait, attends, je vais te remettre le. Jean-Guy disait, moi dans le métier, donc le métier de coach, Jean-Guy est coach sportif, faut d'abord avoir intérêt à la personne. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit. Et ensuite, il y avait un autre commentaire où il disait, ça dépend si tu penses qu'à faire du fric. Tout à fait. Je reviens sur cette phrase que tu as affichée, justement. Ouais. Bien sûr qu'il faut avoir un intérêt à la personne, mais pas à son détriment, pas à son propre détriment. C'est-à-dire que je parle beaucoup de ce sujet également dans mon livre, c'est de l'amour-propre, qui lui-même est souvent mal utilisé ou même gâché par le mental, qui nous a apporté des fausses croyances toute notre vie. C'est ça. Et l'amour-propre est la première chose la plus importante. Je le formule même comme ça, je dis que c'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire. Et quand tu te fais le plus beau cadeau du monde, forcément, tu as quelque chose à partager de bien plus fort et de bien plus grand. Et puis, pour faire un autre parallèle beaucoup plus simpliste que tout le monde connaît, c'est que dans les avions, on dit toujours mettez d'abord votre masque à oxygène avant de mettre celui de vos enfants. Bah ouais. Donc, voilà, je voudrais vraiment revenir là-dessus, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut avoir un intérêt pour la personne, mais il faut d'abord avoir un intérêt pour soi, pas de façon avide, mais de façon mesurée, pour que nous ayons quelque chose à partager. Parce que comme on dit, on ne peut pas partager ce que l'on n'a pas. Et beaucoup de personnes se donnent à fond pour les autres et s'en rendent malades. Et qui vous allez aider si vous êtes mort? Ça risque d'être plus difficile. Donc la personne la plus importante, c'est d'abord vous-même. Et là, tu mets en lumière quelque chose d'hyper intéressant dans notre milieu de coach, c'est que je rencontre des fois des coachs qui investissent tellement de leur énergie, tellement de leur trip dans leur coaching et qui se rendent même malades de voir que leurs propres clients n'appliquent pas les enseignements qu'ils partagent avec eux. Et souvent, la réflexion qui vient, c'est mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi s'ils voient que mes clients ne progressent pas? Donc là, il y a un attachement de ce que les autres pourraient penser de toi si ton client n'a pas de résultat. Mais si tu poses la question à ce client-là, le client va te dire, mais depuis que je m'entraîne avec toi, ça a littéralement changé ma vie. Je dors mieux, j'ai des meilleures relations, j'ai plus de confiance en moi. Mais toi, dans ta tête de coach, tu veux absolument qu'il ait le maximum de résultats physiques. Mais ça, c'est ce que toi, tu veux qu'il obtienne. Sous-jacent, tu as une peur qui dit, qu'est-ce que les autres vont penser s'ils voient ce client qui est encore un peu en surpoids avec moi? Donc ça, c'est aussi quelque chose que je mets en lumière avec les coachs qui ont cette question, en leur proposant simplement de poser la question à leurs clients, qu'est-ce que vous aimez dans mon service? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Et là, souvent, on est sur le cul de voir tout ce qu'on a effectué comme changement dans la vie de la personne. On n'en a même pas conscience. Et je pense que c'est important de ne pas vouloir à tout prix des résultats qui sont énormissimes pour certaines personnes et qui vont peut-être être trop élevés pour elles. Alors, il y a aussi un effet miroir. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cette idée, mais l'effet miroir, c'est quelque chose qui s'applique dans tous les domaines, relationnels particulièrement. Et je dirais que la vie a le sens de l'humour, c'est-à-dire que plus on souhaite un résultat avec attachement, moins ce résultat arrive. Et notamment dans l'exemple d'une personne qui n'applique pas les conseils de son coach, son coach est justement manque cruellement de lâcher prise. Et du coup, ses clients vont continuer dans cette direction à ne pas appliquer. Et ça s'applique vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment arriver à avoir un lâcher prise du résultat. Et d'ailleurs, c'est maintenant comme ça que je l'utilise, ce mot. J'utilise très souvent lâcher prise du résultat parce que ça prend beaucoup plus de sens que si on utilise le mot lâcher prise tout court, qui souvent dit, mais lâcher prise, je fais comment? Mais c'est marrant, on rajoute le petit adjectif du résultat. Alors là, il y a la magie qui commence à opérer.
C'est puissant ce que tu viens de dire là. C'est vraiment puissant. Et là, il y a Camille qui nous dit, qui nous fait une petite question là, une petite réflexion. Elle dit avoir de l'estime pour soi et être de conscient de ce qu'on donne aux autres nous aide à la fois à nous vendre, mais également à aider les autres. C'est ça. Absolument. Absolument, Camille. Et j'ajouterais que quel cadeau que l'on fasse, il est toujours important que ce soit d'une façon inconditionnelle. Et finalement, inconditionnel est un synonyme de lâcher prise du résultat. Hein. Bon, t'es d'accord, Thierry? Parce que, et voilà. Et donc, si je peux faire une image de comment on doit donner un cadeau, si on veut le donner correctement dans la bonne intention, ce serait de le poser sur la table et de laisser la personne le prendre par elle-même, mais de ne jamais lui mettre dans la main. Parce que là, il y aurait un abus de pouvoir parce qu'on veut un résultat au lieu de laisser la personne l'opportunité de choisir si elle peut y arriver. Complètement. Et ce que j'aime aussi partager, c'est que je dissocie, si tu veux. Bon, moi, je suis dans le coaching sportif, comme tu sais, Max. Donc, on se fixe des objectifs. Et puis, en tant que sportif, j'ai été sportif toute ma vie. Donc, on est dans cette espèce de volonté de vouloir faire. Et j'apprends maintenant à 37 ans à lâcher un peu prise là-dessus. Et c'est un gros travail parce que c'est très profondément ancré. Et maintenant, j'essaie de partager avec les coachs que je coach sur la fixation d'objectifs. Je dissocie l'objectif de résultat et l'objectif d'engagement. Je dis, on n'a aucune influence sur un objectif de résultat. Par exemple, si je veux, il n'y a rien qui me vient à l'esprit là. Allez, on va prendre la perte de poids. OK. Dans 3 mois, j'ai perdu 10 kilos. J'ai aucune influence sur cet objectif de résultat. Mais j'ai une influence quotidienne sur les petits objectifs d'engagement que je décide et que je m'engage à faire dans ma vie. Et là, ça m'aide personnellement à me détacher justement de l'objectif de résultat. Je pense plus au résultat, j'ai un objectif, mais au quotidien. Donc chaque jour, j'ai 3 petits objectifs que je vais faire et qui vont m'amener à un résultat qui est peut-être encore plus merveilleux que le résultat que j'aurais pu imaginer. Tout à fait. Et en fait, c'est vraiment des petites clés qui changent tout. Mais par contre, elles sont subtiles, donc pas évidentes à réaliser pour tout le monde. Et des fois, ça prend du temps à réaliser et à comprendre le truc. Moi, je crois que tu as un petit problème de vidéo. Je ne sais pas si tu veux arranger ça. Alors, je te laisse, oui, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Donc, on disait de dissocier justement l'objectif de résultat avec l'objectif d'engagement. Et je pense qu'on a une influence seulement sur les engagements qu'on se donne au quotidien. C'est ça. Et voilà, j'ajouterais qu'un objectif, il doit être là pour nous faire avancer, mais pas forcément pour atteindre cet objectif. Le plus important, c'est d'avoir avancé. Après, l'objectif, il est juste un moteur, en réalité. C'est ça. Et ça, c'est la petite subtilité quand même qui change tout. Et donc, Camille a ajouté quelque chose, je crois. Alors, Camille nous dit, effectivement, il faut savoir que le résultat ne reflète pas forcément tout ce qu'on a pu donner aux autres. Bah, c'est exactement ça. Et des fois, on n'est pas conscient de ce qu'on a apporté comme valeur aux autres. Et puis, quand on entend simplement le feedback de la personne, bah, c'est cadeau, quoi. Absolument. Et Maxime, il y avait je ne sais pas si tu as un petit passage justement que j'adore de ton bouquin, un petit truc un peu humoristique où tu parles justement du mental. Est-ce que tu aimerais partager ça avec nous? Alors, un truc humoristique, qu'est-ce que tu entends parce qu'il y en a plusieurs des passages et le livre est assez épais. C'est dans le chapitre 1, là où tu expliques justement quand tu es avec des gens et puis il y a quelqu'un qui prend toute la place et tout. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas, il fait tout à l'envers et puis tout le monde l'aime et puis moi, je fais tout bien et tout le monde et je passe inaperçu. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose carrément parce que c'est du vécu justement. Et alors, je peux te partager un petit peu mon ressenti à travers ça. Après, c'est quand même un texte assez long, donc je sais pas si tu voudrais que je le lise de façon orale comme ça. Sinon, il est également en vidéo maintenant sur YouTube, puisque c'est. Ah oui, donc partage ta chaîne, ouais. Ta chaîne YouTube, c'est. Alors ma chaîne YouTube, c'est De la tête au cœur, donc qui est également le titre de mon livre et qui est aussi donc la page Facebook que j'ai créée. Donc c'est toujours De la tête au cœur. Et voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé donc à partager le premier chapitre sous forme de petites vidéos par lecture orale pour que les gens découvrent déjà un petit peu mon livre, puisque l'objectif étant là une mise en édition
à grande échelle. Parfait. Alors, Maintenant, voilà. voilà. Merci. Après, voilà, donc ce passage que vous découvrirez dans la vidéo, qui est dans la vidéo intitulée Première partie du premier chapitre. Il y a un moment donné où je donne l'exemple d'une soirée qui se passe, je dirais, relativement mal pour une personne comme moi à cette époque, qui était trop dans le mental. Alors, j'ai exagéré, j'ai amplifié la chose parce que j'ai pris je dirais, des exemples que j'ai vécus, mais des exemples aussi que j'ai pu constater chez des réactions chez d'autres personnes. Et c'est par exemple le fait de ne pas arriver à prendre sa place parce que le mental est très fort. Et du coup, il va être toujours dans un auto-jugement, à savoir quand est-ce qu'il est vraiment bon d'intervenir. Il a aussi cette notion de perfectionniste. Et soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. Et quand on n'arrive pas à faire sa place, on va intérioriser. L'intériorisation va mener à une certaine frustration. Et la frustration va mener la plupart du temps aussi à la colère envers les autres, ce qui sera en réalité indirectement une colère envers soi, mais qu'on aura reporté sur les autres. Alors là, je me permets juste une petite parenthèse pour mettre en lumière ce que tu viens d'expliquer. On imagine qu'on est dans un fitness, qu'on est en train de débuter sa carrière, et puis qu'on doit commencer à démarcher des gens. Parce que si tu ne démarches pas des gens, tu risques pas de faire de vente. Et là, tu vas démarcher des gens sur le cardio et tu arrives à décrocher aucun rendez-vous. Donc, tu décroches aucun rendez-vous et là, dans ta tête, tu te fais putain, ils sont tous cons, ces gens. J'ai des trucs à leur apporter et ils veulent même pas avoir un rendez-vous avec moi. Putain, Voilà. et puis, tu commences à te raconter un espèce de film dans ta tête, comme quoi c'est la faute des autres si ils n'acceptent pas un rendez-vous avec toi. Et j'ai trouvé une espèce de petite corrélation entre l'histoire des coachs et puis la tienne. Donc, je te laisse continuer. Oui, bien sûr. En même temps, je rebondirai sur la tienne en disant que dès qu'on commence avec une nouvelle croyance qui s'installe liée à une expérience, parce que l'expérience à ce moment-là, c'est l'échec entre guillemets d'avoir pu recruter des personnes. Cette nouvelle croyance va venir s'engrammer un petit peu avec le mental, et donc le mental, comme il pense de façon autonome, il va nous rappeler sans arrêt. Si l'idée, par exemple, c'est c'est des cons, j'ai quelque chose à leur proposer de super, ils acceptent pas, ils sont tous cons. Ça va devenir une croyance. Et le problème avec la croyance, c'est qu'elle devient une forme de réalité qui va s'amplifier et qui va continuer tant qu'on y croit. Et là, donc, quelque part, au bout d'un moment, vous aurez raison de le penser, puisque effectivement, ce sera votre expérience. Mais au départ, vous l'avez créé vous-même par une première pensée que vous avez finalement nourrie. Je ne sais pas si ça va, je m'exprime assez clairement. Non, mais c'est génial et ça rejoint complètement le pilier de l'attitude du coach sportif qui doit réussir. Et là, j'aimerais vraiment, c'est hyper important, hein, retenez bien ça. Si vous pensez d'être capable ou que vous pensez de ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc, si vous pensez que les clients sont des cons parce qu'ils ne veulent pas avoir un rendez-vous avec vous et que c'est dur d'avoir du succès dans le monde du personal training, ça va devenir votre réalité. Même qu'à côté de toi, tu as un mec qui a du succès, mais un truc de fou. Donc, il a juste une autre réalité. Donc, on vit sur la même terre, mais pas tous dans le même monde. Parce qu'on crée notre propre monde avec, comme tu disais, Maxime, les pensées et les formulations qu'on a. C'est hyper, 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 hyper important. Tout à fait. Et puis, ce que j'évoque dans mon livre, c'est comment s'installe le mental, comment il prend vraiment du pouvoir. Et ensuite, je fais part de par mes expériences de cette prise de conscience chez moi, puisque je me suis retrouvé à un moment où j'ai réalisé que mon mental était très fort et qui m'empêchait de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Donc, j'ai entamé cette démarche et en parallèle, en écrivant ce livre, justement pour que les lecteurs soient témoins de mon chemin et de façon à voir la véracité de mes expériences, donc en totale transparence. Et ensuite, grâce à ça, je fais des découvertes et je partage ces découvertes pour arriver à dépasser, à se libérer de ce fameux mental, pour qu'il puisse redevenir, comme disait ma prof de yoga, le mental est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et voilà, et c'est vraiment un peu la conclusion de tout ce sujet, je dirais. Et ce que vous pourrez découvrir si vous êtes curieux de cet ouvrage, en tout cas du premier chapitre qui est partagé, c'est le comment on arrive à s'en dépêtrer, si je peux dire. Ok, écoute, c'est parfait. Moi, je pense que c'est important
de prendre des informations, de prendre des idées d'un autre milieu que le milieu du fitness. Donc, c'est pour ça que sur cette chaîne, j'aime bien interviewer des gens qui font partie d'un autre business, d'un autre environnement et qui amènent des choses positives, justement, qu'on peut réutiliser dans notre business de personal trainer. Et l'idée, justement, du personal trainer qui trouve toujours des excuses, eh ben, j'espère que ce soir, il aurait pris conscience qu'il est juste prisonnier. Comme tu disais, le mental, il doit être redit-voir, Max. Le mental est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Voilà. Et aussi au début, notre tête peut nous servir ou nous asservir. Complètement. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si là, il y a encore une quinzaine de personnes en ligne avec nous. Si vous avez des questions, profitez d'écrire vos questions. On va y traiter en live. Donc, c'est toujours cool d'avoir une interaction avec vous. Donc, si vous aimez les infos qu'on vous partage, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions. Jean-Guy Massé nous dit, ça rejoint le livre de Eckhart Tolle, ton livre. C'est une question en fait. Je vais te la… Tout à fait. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Donc, non, alors Eckhart Tolle, il fait partie de mes mentors, hein, de sources d'inspiration, bien sûr. Par contre, voilà, donc Eckhart Tolle, que j'apprécie beaucoup, reste pour moi une référence, mais une référence, je dirais, vraiment pour un très large public, pour déjà prendre connaissance et conscience de ce qu'est le mental. Moi, la démarche que j'ai faite dans mon livre, c'est vraiment de montrer comment je le vis sur le moment, le passage d'être trop dans le mental et ensuite de ne plus l'être. Donc, c'est un peu moins théorique et beaucoup plus pratique finalement. Ouais, parce qu'on s'y retrouve en fait quand on lit ton ressenti que tu as mis sur papier, chacun peut s'y retrouver. Le passage où tu es invité dans un repas avec des gens, où tu vois le mec qui fait tout à l'envers par rapport à ce que toi tu imagines être bien et que tout le monde apprécie, le mec qui réussit, etc. Le mythomane que tout le monde admire, alors que toi tu es discret, toi tu fais tout juste et personne te regarde, t'es là, t'es seul comme un con et tu commences à te raconter des histoires dans ta tête sur les autres. Et là, ça met vraiment en lumière, en fait, qu'est-ce que le mental, comment le mental, il te parle, par le fait qu'on a tous vécu cette expérience, finalement. C'est ça, voilà. C'était aussi mon objectif, c'est que vraiment les gens puissent s'y identifier à un moment ou à un autre, et donc d'être le plus humain possible. Et donc voilà, de pouvoir retrouver et d'utiliser, de tester ces clés que je partage. Ok, mais moi, je suis hyper content de voir que Jean-Guy, il nous parle de Eckhart Tolle, parce qu'on est dans un monde du fitness où on est très dans, enfin, je ne veux pas généraliser, mais la plupart du temps, c'est très dans l'ego, dans le paraître et tout. Et il y a 10 ans de ça, quand je parlais des bouquins de développement personnel, mais tous mes amis me disaient, mais toi, t'as pété une case, quoi, t'es dans une secte ou t'es complètement givré. Et puis maintenant, on sent, si tu veux, cette espèce d'ouverture qui arrive. Et puis les jeunes à qui tu partages maintenant ces informations-là, ils te regardent plus avec des yeux écarquillés comme ça, mais ils te regardent avec une oreille attentive et ils se disent, c'est pas con ça, c'est pas con. Et on sent que la nouvelle génération qui arrive aura l'esprit sans doute beaucoup plus ouvert et ils vont réaliser de plus en plus leurs rêves parce que tous les anciens schémas de croyances sont en train d'être nettoyés à mon sens et puis c'est cadeau quoi. Oui, c'est en effet. Et puis j'aimerais aussi que nos auditeurs sachent que je partage quand même beaucoup aussi leur expérience et leurs défis, hein, parce que j'ai quand même également presque 9 ans de marketing de réseau derrière moi. Donc la prospection, les objectifs et tout ça, ça me connaît très bien. Et j'ai vu à quel point on pouvait se rendre malheureux si on ne comprenait pas bien la notion d'objectif et ce qu'elle impliquait. Et c'est là que vraiment le mental prend toute son importance. Et puis les clés que toi-même tu as données hein, sur la façon dont on doit le prendre et appréhender un objectif. Donc n'hésitez pas à poser des questions parce que on a quand même plus de points communs que vous le pensez. Donc si vous voulez en profiter, je réponds avec plaisir. Ok, il y a Jean-Guy qui nous a posé une question. Après, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faut pas être timide. Donc, derrière son écran, c'est vrai que des fois, j'ai des gens qui me disent on adore les lives, mais on n'a pas posé les questions. Donc, si on pose pas de questions, on risque en tout cas pas d'avoir des réponses. Donc, ça aussi, c'est un engagement à prendre, une habitude à prendre, c'est d'oser poser des questions. Quelqu'un a peut-être une situation précise, quelque chose où il a senti justement un sentiment d'échec sur un moment.
que ce soit justement la sensation d'avoir fait tout juste et pourtant que ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment donné. Donc voilà, si vous avez une situation précise, ben, moi le simple fait d'avoir quelques mots va me permettre justement de faire des liens et puis de pouvoir répondre avec la connaissance que j'ai du fonctionnement du mental. Maintenant, peut-être que j'ai été trop explicite et trop clair et que du coup tout le monde a compris et plus personne n'a de questions. Ah, ça c'est ça, non. Donc, a priori, bah, c'était très clair. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions des gens qui nous suivent là. Donc, je pense que c'était cool. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, les amis, un cœur ou un gars qui crie ou qui rigole. Et puis, si vous avez des… Ah, il y a Camille qui nous dit… Alors, voilà, il y a Camille qui a une question hyper intéressante. Elle nous dit, se fixer des objectifs et se projeter dans 3, 5, 10 ans n'est vraiment pas évident. Est-ce que tu as des astuces? J'adore cette question. Alors, mon astuce, selon mon expérience, justement, elle serait à l'inverse de se fixer, de se projeter dans 3, 5 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut se fixer, selon moi, des objectifs dans 3, 5 ou 10 ans, mais il ne faut pas sans arrêt s'y projeter. Parce que l'important, justement, c'est de vivre l'instant présent. Donc, de toujours ramener au fait de vivre pleinement maintenant. Et si on est sans arrêt dans la projection, ben, on passe à côté de notre vie puisqu'on passe à côté du moment présent qui est le seul moment qui existe vraiment. Donc, c'est bien de se fixer des objectifs sur 3, 5 et 10 ans, mais il ne faut pas s'y projeter sans arrêt. Sinon, c'est la frustration qui naît et on se dit qu'on sera heureux uniquement à ce moment-là. Et ce serait vraiment dommage. Parce que le bonheur, ça doit être maintenant. Clairement. Est-ce que ça répond bien à ta question, Camille? C'est peut-être pas la réponse que tu t'attendais. Et Camille, si moi je peux me permettre, c'est vrai que à l'époque, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je me fixais des objectifs à 3, 5 ans. Mais ces objectifs, en fait, ils étaient pas vraiment mes objectifs. C'était les objectifs de quelqu'un d'autre. Donc, j'avais certaines personnes que j'admirais et qui avaient eu beaucoup de succès dans les affaires. Et je me suis mis à croire que pour être bien, il fallait que j'aie le même succès que ces personnes-là. Donc, j'étais en train de courir tout le temps à travers des nouveaux business, à travers comment augmenter mon chiffre, comment devenir quelqu'un que je suis pas. Et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément heureux. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'instant présent. Donc, j'ai des objectifs à beaucoup plus court terme. Et puis, je vis au jour le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis en train de monter un spectacle, un one-man show, mon objectif, c'était de répéter 3 sketchs. Et ça, avec ça, ça me permet de me sentir bien. Je sais que j'ai fait mes objectifs. Ça m'a laissé l'opportunité de profiter de ça. Et puis, je suis plus en train de me projeter dans le futur en voulant le succès de quelqu'un d'autre et en oubliant en fait qui je suis vraiment, quoi. Donc, il y a Camille qui nous dit, alors je vais l'afficher pour Maxime, les actions à mener maintenant sont orientées par les objectifs à long terme. Alors, est-ce que tu comprends, Maxime? Oui, alors je comprends tout à fait. Ok, je te laisse répondre. Oui, alors les actions à mener maintenant sont orientées par les objectifs à long terme. Alors c'est vrai, mais ça ne doit pas être l'unique facteur de motivation. Comme je le disais, donc c'est vraiment arriver à écouter ses idées, parce que parfois ces idées vont nous mener vers des zones, des sentiers inconnus. Et si on ne prend que des décisions sans écouter nos idées, bah, parfois on va aller dans la direction opposée. Parce que, comme certainement Thierry vous l'a déjà enseigné, on ne doit pas trop se poser la question du comment. Et ne pas se poser la question du comment, c'est lâcher prise sur ce que je dois entreprendre à tout prix, et plutôt m'écouter et agir droit derrière. Donc les objectifs à long terme, oui, sont importants. Les actions à mener, c'est avant tout s'écouter soi, écouter ses idées, écouter ses envies sur le moment et agir tout de suite. Et comme de cette façon, on sera mieux dirigé vers son objectif à long terme. Mais par contre, il ne faut pas être trop écolier
en essayant d'à tout prix aller dans une direction. Si on voit que ça marche pas au bout de la 10e fois, c'est bien qu'il y a peut-être un chemin qui est un petit peu plus facile. Clairement. Il y a également Amélie qui nous dit oui, donc elle est déjà d'accord avec nous, donc c'est bien, elle commence par un oui. Être en adéquation avec ses besoins et ses envies, pas toujours simple, mais effectivement, c'est l'une des clés du bonheur, enfin selon moi. Ben oui, ben absolument, tout à fait Amélie. Je te remercie pour ce petit message, cette observation. Oui, en fait, je pense que ce qui m'a aidé personnellement, c'est de penser à quelles étaient mes valeurs. Donc, pour répondre à la question de Camille qui dit comment éviter d'être influencé, effectivement, si je parle de mon expérience, je peux parler que de ça. Quand j'avais 25 ans, j'avais des gens qui avaient réussi beaucoup dans le business. Et puis, j'avais envie de réussir autant qu'eux parce que je voulais être reconnu. Donc, c'est encore pas complètement clean chez moi. J'ai toujours encore ce besoin de reconnaissance. C'est pour ça que j'aime faire de la scène. J'aime bien qu'on m'aime bien. Et voilà, donc j'avais ce besoin d'être reconnu. Et après, si tu veux, je me suis posé des questions en méditation et tout sur quelles étaient mes valeurs. Et personnellement, ma valeur numéro 1, c'est ma santé. Et quand j'étais en train de courir après le chemin qui n'était pas le mien pour être quelqu'un que je ne suis pas, eh bien, je me fatiguais. J'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à avoir une plus mauvaise hygiène de vie. J'ai commencé à plus du tout me reconnaître. Et forcément, je me reconnaissais plus parce que j'étais en train de prendre un chemin qui n'était pas le mien. Donc forcément, c'était pas moi. Et après, je me suis mis à me poser des questions sur quelles étaient mes forces, quelles étaient les choses que j'aimais faire dans ma vie, quelles étaient les choses sur lesquelles les gens me disent, toi, tu as un talent particulier pour faire ça. Et il se trouve que au niveau de la communication, j'avais des talents qui étaient assez mis en lumière par mes clients, par exemple. Pour l'humour aussi, j'ai des gens qui me disaient qu'ils rigolaient bien quand j'étais là. Donc, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et la réponse était simple, j'aime coacher les gens, j'aime aider les gens avec les choses que j'ai apprises, puis j'aime surtout me marrer dans la vie, j'aime pas me faire chier. Donc, j'aime bien quand je me marre, quand je fais rire les autres et quand je rigole. Donc, je suis en train de créer un truc, un nouveau truc, c'est un spectacle qui va associer mes deux passions, qui sont le coaching et l'humour. Et là, j'ai le sentiment profond d'être en train de réaliser qui je suis, ou du moins qui je crois être aujourd'hui. Parce que qui je crois être aujourd'hui ou qui je suis aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose que qui je crois être demain ou qui je vais être demain. Donc là, en étant dans le moment présent, j'ai en tout cas le sentiment et l'émotion positive de m'éclater dans ma vie. Et ça, c'est la preuve, à mon sens, que tu es sur la bonne voie, en tout cas la bonne voie du jour. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Si vous vous posez la question, demandez à Thierry comment il fait. Voilà, est-ce que je m'éclate, est-ce que je m'amuse ou pas? Je pense que ça peut répondre vraiment à une bonne partie de joie intérieure. Voilà, clairement, là, tu vois, on est en train de partager un super moment. On est en train de partager nos expériences parce qu'on peut enseigner aux gens que les choses qu'on a vécues, qu'on a intégrées. Et moi, j'ai plus beaucoup de voix parce que j'ai répété toute l'après-midi comme un dingue. Donc, c'est pas que j'ai fait la noce, mais j'ai plus de voix. Mais j'ai beaucoup de plaisir à être là et à partager tout ça avec vous. Et ça me fait plaisir de voir qu'on est plusieurs en ligne et puis que ça commence à réagir. Donc, il y a Camille qui nous dit les objectifs à court terme, lorsqu'ils ne sont pas atteints, peuvent vraiment altérer l'ego, sentiment d'échec permanent. Ah, intéressant ça. Alors, tu veux que je réponde? Ouais, vas-y. Bon, moi, il y a deux choses qui me viennent tout de suite. Bon, la première, c'est de peut-être revoir ses objectifs à la baisse, parce que des fois, on met la barre trop haute et on se fait mal. La deuxième chose, c'est le sentiment d'échec permanent qui vient après. Quoi qu'il en soit, un sentiment d'échec permanent vient d'un manque d'estime de soi. Donc, c'est là où on va devoir vraiment travailler l'amour-propre et donc également travailler sur la libération du mental. Donc, je reviendrai toujours à ça de toute façon, parce que pour moi, ce sont les bases. Et si on travaille là-dessus, les symptômes positifs en découlent naturellement. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment deux choses à travailler, Camille. C'est d'un côté revoir peut-être ses objectifs à la baisse pour réussir plus facilement ce que tu entreprends et donc regagner en confiance et en estime de soi. Et également donc travailler l'amour propre
Donc, l'amour-propre, il y a plein de méthodes. C'est déjà faire régulièrement la liste de tes qualités, de ce pourquoi tu te sens bien, tout ce que tu apprécies, tout ce que les gens apprécient chez toi. Faire des petites listes comme ça pour rehausser ton estime de toi. Parce que, comme je dis toujours, bon, l'amour-propre, ça passe d'abord par l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est réaliser, voir qu'effectivement, j'ai quelque chose de bien. Et à partir de là, on va reprendre le contrôle de la voiture et c'est plus le mental qui va nous dire comment penser, c'est nous qui allons dire au mental comment penser. Et là, les pensées vont prendre une nouvelle bonne habitude de façon à pouvoir retrouver cette joie de vivre, cette paix intérieure par le biais de l'amour-propre. Clairement, clairement. Et si je rebondis sur la même question, merci Maxime. Avec plaisir. Si je rebondis sur la question de Maxime, et les objectifs court terme, lorsqu'ils ne sont pas atteints, peuvent vraiment altérer l'ego. Donc là, il faudrait vraiment que tu nous définisses qu'est-ce que ça veut dire pour toi altérer l'ego. Et en entendant ce que tu vas nous dire comme définition de qu'est-ce que veut dire altérer l'ego, on pourra mettre en lumière justement quels sont les doutes que tu as en toi. Certains appellent ça les doutes ontologiques. Et il y a peut-être une croyance qui dit que tu n'es pas quelqu'un de valeur si tu réussis pas tes objectifs, par exemple. Et ça, c'est juste une croyance. Quelqu'un qui te dit ouais, mais un tel réussit ses objectifs et moi, je réussis pas. Et là, on rentre dans la comparaison. Et dès que tu rentres dans la comparaison, tu te sens forcément mal. Là, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est si tu fixes beaucoup d'objectifs et que tu ne les atteins pas, tu vas te sentir forcément mal. Donc, comme a dit Maxime, fixe-toi moins d'objectifs. Assure-toi que c'est des objectifs que tu vas réussir. Parce que chaque fois que tu réussis un objectif, que tu as du succès, ça va augmenter quoi? Ça va augmenter ta confiance en toi. Et quand tu as plus de confiance en toi, ça te pousse à quoi? Ça te pousse à te faire plus d'activités. Tu auras plus envie de faire d'activités parce que tu as plus confiance en toi. Et plus tu fais d'activités, plus tu vas créer dans ta vie, si tu veux, des nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes vont générer de nouveaux succès. Et c'est le cercle vraiment infernal vertueux de la confiance en soi et du succès. Donc, fixer des objectifs qu'on est sûr à atteindre. Et je dirais que c'est la même chose qu'il faut faire avec nos clients. Pas dire à un client, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines. Non, lui dire, tu vas perdre cette semaine 200 grammes. Et à la fin de la semaine, il a perdu 2 kilos. Donc, il est déjà beaucoup plus content. Tu l'as mis dans une situation de succès. Tu as augmenté sa confiance en lui. Tu vas le pousser à faire plus d'activités positives pour sa santé. Tu vas l'aider à justement changer ses habitudes et tu vas lui changer sa vie. Et c'est la même chose que tu coaches une personne en perte de poids ou que tu te coaches toi-même pour ton propre business. C'est toujours la même chose. Se fixer des petits objectifs qu'on est sûr d'atteindre, les atteindre, être content, faire la fête, célébrer, ça augmente notre confiance, plus d'activités, des meilleures habitudes et plus de succès. C'est pas compliqué. Il y a Sébastien qui nous fait une remarque là, qui répond en fait à Camille. Si je peux me permettre, Camille, il ne s'agit pas d'échec mais d'expérience. C'est vrai. Le but est de genre en sorte de ne pas les reproduire. C'est ce qui est le plus compliqué. Voilà, clairement. Le sentiment d'échec, en fait, ça va être une interprétation de l'ego, du mental. Mais voilà, ça ne reste qu'un point de vue, ce n'est pas une réalité. Voilà. Et le problème, c'est quand on va commencer à croire à ces pensées. Mais il suffirait quelque part de ne pas y croire. En fait, c'est ça. Et si je te demande qui es-tu, tu vas me dire, je suis moi. Mais moi, c'est qui? Et quand tu vas commencer à définir qui est moi, ça met en lumière toutes tes idées dans ta tête de qui tu es, mais qui finalement sont que des idées. Parce que on ne peut pas définir qui on est. Ce n'est pas définissable avec des mots. Et dès que tu commences à définir qui tu es avec des mots, c'est juste la mise en lumière de quelles sont les idées que tu crois être. Je ne sais pas si c'est assez clair. Certains, peut-être, ils pensent que ça part un peu trop loin. Mais... C'est de la philosophie, moi j'adore. Voilà, donc c'est important de s'y intéresser. Oui. Alors Camille, on va prendre encore peut-être une question là de Camille qui nous dit, exemple, un client qui a déjà essayé de perdre du poids plusieurs fois avec plusieurs solutions et qui échoue à chaque fois. Je comprends pas la question. Moi, je le comprends en fait. Il me semble que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sentiment d'échec, elle donne un exemple.
un de ses clients qui a essayé de perdre du poids plusieurs fois, mais qui a échoué à chaque fois. Donc, elle se sent quelque part responsable. Et donc, elle a la sensation d'avoir eu aussi un échec. Alors maintenant, voilà, je sais pas ce que tu diffuses toi personnellement dans ton coaching. C'est vrai que moi j'ai étudié quand même beaucoup de personnes qui approfondissent tous ces sujets le pourquoi du comment en termes de mental et de physique. Et dans le physique, parfois il n'y a pas que l'alimentation et le sport. Il y a aussi, ça, je pense que tu leur enseignes déjà les croyances, mais il y a aussi les blessures. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, mais parfois, le simple fait de régler une blessure peut venir aider à faire perdre du poids considérablement. Complètement. Complètement. Si tu veux, les changements alimentaires, pour moi, c'est juste une approche. C'est juste une approche. C'est vrai qu'avec des changements alimentaires, on peut faire d'énormes changements physiques, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Et des fois, il y a d'autres choses, il y a le bas qui blesse ailleurs. Je te donne un exemple, Camille, si tu as un homme d'affaires qui est en train de couler avec sa boîte, ça lui génère tellement de stress, par exemple. Et toi, tu lui donnes un plan alimentaire qui est certainement génial, ton plan alimentaire. Mais la personne ne va pas réussir à le suivre parce qu'elle est dans un état de stress tellement fort que de changer l'alimentation va lui générer un stress supplémentaire. Donc, la première discussion à avoir avec ce client-là, c'est de trouver quel est le point de douleur. Et Amélie parlait du point de douleur, justement. Et travailler sur ce point de douleur. Et après, commencer à faire des micro-changements alimentaires et des micro-changements au niveau des croyances. Et c'est vrai que des fois, c'est incroyable les résultats qu'on a. Et puis, j'ajouterais que la perte de poids, c'est avant tout un changement alimentaire, mais pas seulement. C'est avant tout un ensemble de choses, un environnement. Et l'environnement, ça implique tout ce qui est physique, mais tout ce qui est lié à l'esprit, puisque tout est lié. Et si une personne est arrivée à un surpoids, c'est évidemment parce qu'il y avait un problème déjà dans l'esprit à l'époque. Puisque si une personne a décidé de s'alimenter excessivement, c'est bien pour compenser un manque, une souffrance, un problème quelconque. Donc, voilà, l'alimentation va être un facteur, mais les autres facteurs sont tout aussi importants. Clairement, clairement. Voilà, j'espère, Camille, qu'on a répondu à ta question. En tout cas, on a fait de notre mieux avec les connaissances qu'on a à ce jour. Amélie, merci pour ton intervention qui nous dit, qui répond à Camille. Et effectivement, elle dit, pour Camille, c'est compliqué car cela peut venir du client ou du fait que le coach n'ait pas encore réussi à trouver son point de douleur. Cela ne veut pas dire que ce coach doit remettre en cause ce qu'il est. Voilà, c'est exactement un petit peu ce qu'on a dit avec d'autres mots. Donc, merci Amélie, merci Camille, merci à tous les gens qui étaient présents. Donc, je te laisse le mot de la fin, Maxime. C'est gentil, merci. Alors, le mot de la fin, je dirais que ce serait un encouragement à aller découvrir donc ma page YouTube ou Facebook, parce que voilà, je partage un petit peu plus en détail tout ça par le biais d'expériences, bon, bien que les expériences personnelles viendraient plutôt dans le chapitre 2, donc quand le livre sera édité. Maintenant, voilà, j'espère que ça aura peut-être pu vous ouvrir, si ce n'était pas déjà le cas, à la notion de corps lié à l'esprit, et que se libérer du mental et retrouver l'écoute de son intérieur va vous permettre de vraiment opérer ce qui pourra vous paraître parfois même miraculeux, parce qu'il y aura des résultats vraiment très inattendus. Donc, je sais que, connaissant Thierry, il vous coach déjà pas mal sur la sortie de zone de confort. Donc, déjà, sortie de sa zone de confort, ce sera de toute façon également lié au fait d'écouter ses idées et d'agir tout de suite, même si c'est inconfortable. D'ailleurs, Thierry m'a proposé cette intervention ce soir. C'est la première fois que je fais ça. Et ça m'était très inconfortable. Et en réalisant que ça m'était inconfortable, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et voilà. Et du coup, j'ai passé un super moment, un grand plaisir. Et voilà. Si on écoute notre inconfort et notre mental qui nous dit « je préfère le confort », il nous arrive rien de bien finalement. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans mon livre, j'associe le mental comme un petit ange sur son épaule. En fait, un petit diable, mais déguisé en ange, qui sera la voix du confort et du moindre effort pour pouvoir garder sa position la plus tranquille et la plus confortable. Donc, n'écoutez pas cette petite voix et allez-y franchement et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que la vie ne va vous apporter que des choses que vous serez de toute façon capable de surmonter et vous en sortirez grandi et vous vous aimerez davantage
Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, continuez à suivre Thierry, que je connais et qui est de très bons conseils et qui connaît un petit peu toutes ces expériences. Donc, s'il vous le dit, c'est que c'est juste. Après, je ne sais pas si c'est juste, mais je pense que les gens qui l'entendent ont besoin de l'entendre. Après, le juste et le faux, ça peut être juste pour certaines personnes, faux pour d'autres. Et finalement, on ne cherche pas, comme tu le sais, à avoir raison ou avoir tort. On s'en fiche un petit peu. On partage juste nos expériences. Et puis, Camille nous dit merci. Elle dit merci pour cet échange enrichissant. J'arrive plus à parler. Encore des choses à apprendre et des sujets à aller creuser. Bah oui, c'est toute la richesse de notre métier. Donc, pour moi, le personal training, ça va bien, bien, bien plus loin que de faire du sport avec des gens et que de leur faire manger plus de légumes et des protéines. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment un changement radical au niveau des croyances des gens. Et puis, tu arrives à vraiment transformer les gens. C'est juste incroyable. Tu peux transformer une chenille en papillon en changeant des croyances qu'une personne a sur elle-même. Donc, c'est génial. Donc, merci Camille. Si ça vous plaît, tant mieux. On va continuer mardi prochain. On parlera plus de l'aspect commercial. Donc, aujourd'hui, c'était un petit peu plus sur l'attitude, sur le développement personnel. Mais je vous invite vraiment à travailler sur vos développements personnels, aller découvrir la chaîne de Maxime, de la tête au cœur sur YouTube. Il partage des petits passages de son livre. Lisez des bouquins. Je vous invite à lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Réfléchissez, devenez riche. C'est vraiment les livres que je conseille à tous les coachs qui collaborent avec moi. Je vous invite également à les lire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, on va se quitter avec un peu de musique. Merci, Maxime. Avec plaisir. Salut tout le monde. Merci à tous.